Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous finir mon bilan lecture du mois de février avec deux gros fails, vraiment des livres pour lesquels je n'ai pas accroché, mais je vous en parle tout de suite dans la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire le point lecture alors de mes lectures de février que je n'ai pas encore terminées. Et malheureusement, j'ai eu deux grosses déceptions pendant cette fin de mois, au tout début du mois de mars pour le second livre. Alors il y en a un, c'est bon voilà, je pense que je me suis créé des attentes dessus que je n'aurais pas dû poser. Et l'autre, franchement, ouah, ça. Enfin, je vais vous en parler parce que franchement, enfin, ce livre, je crois que je l'ai même, on peut dire, je crois, vraiment détesté. Mais je vais d'abord vous parler des derniers livres que j'ai lus en février, que par contre, là, j'ai beaucoup aimé. À commencer par Chroniques insensées d'un chasseur de monstres de Julien Léonard aux éditions Faute de Frappe que j'ai reçu en service presse. On va suivre tout simplement un homme qui est capable de voir les fantômes, les monstres, bref, tout ce qui est inconnu, enfin invisible à l'œil humain. Il vit donc à notre époque, il vit dans une maison un peu délabrée. C'est une vieille femme qui le loge, mais bon, il paye plus ou moins son loyer, mais il s'occupe aussi de cette vieille femme dont les enfants ne s'occupent plus. Elle commence à perdre la tête. Et voilà, on le sent quand même assez désespéré. Hein, on ne peut pas dire qu'il respire la joie de vivre. Et puis petit à petit, on va comprendre pourquoi. Il a fait partie des chasseurs de démons. Il en a été chassé. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il a notamment une amie, c'est une femme qui est pareil, une puissante sorcière. Bon, c'est une référence directe à Baba Yaga. De toute façon, il y a plusieurs références à plein de créatures comme ça, fantastiques ou non très connue. Elle fait partie du conseil des chasseurs. C'est la seule amie qu'il a encore. Elle a un magasin d'ésotérisme, d'occultisme dans la ville. Et puis en fait, lui passe son temps à trouver des petites annonces pour chasser des démons quand les humains sont désespérés. Et voilà, il laisse des petites annonces. Alors c'est assez rigolo parce que je suis désolée, j'ai plus le livre sous la main, je l'ai rangé, mais on a un petit chat qui apparaît sur la couverture. En fait, les gens mettent selon la race du chat, ça veut dire que la mission va être plus ou moins dangereuse. Si par exemple vous avez je sais pas, un chat rouge, je crois que c'est vous avez carrément affaire à une harpie. Enfin voilà, c'est quand même voilà, des monstres plus importants. Donc aucun mal, il y a pas d'histoire d'animaux, il n'y a aucun mal n'est fait aux animaux, mais voilà, vous avez voilà, ce tableau d'affichage avec des trucs là, de chats qui ont disparu. Et en fait, c'est pour indiquer quelles missions sont à effectuer. Et puis, notre chasseur va être appelé auprès d'une famille dont la petite fille est très certainement possédée par un démon, comme un peu des vibes à l'exorciste. Et puis, surtout, je ne sais pas si je peux vous le dire parce que je ne veux pas trop vous spoiler, mais disons que pour pouvoir chasser ses propres démons, pour pouvoir être en paix avec lui, il va se retrouver obligé de faire certaines choses. Et notamment, nous allons avoir une chasse à la harpie, nous allons avoir un voyage en enfer, nous allons avoir une entrée entre l'enfer et comment enfin notre planète, le monde des humains, ça va être assez sanguinolent. Alors Faute de Frappe, c'est vrai qu'ils font beaucoup de livres d'horreur, mais là il est pas, ça va. Oui, il y a quelques scènes quand même un peu sanguinolentes, notamment quand il y a un démon qui débarque sur Terre, mais ça va. C'est plus, on est vraiment dans quelque chose de second degré, c'est-à-dire que le narrateur a vraiment un humour pince sans rire, second degré. Enfin, on est obligé de rigoler. Il est tout le temps, notamment, en train de lancer des pics sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment très rigolo. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là du livre. Alors, bon, c'est un tome 1, donc il va falloir attendre la suite pour savoir comment tout ça va se terminer. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera, par contre. Mais voilà, ça se lit bien. C'est pas trop horrifique. Hein. Vous pouvez y aller, évidemment. Oui, il y a des démons, mais ça va, il y a ce conseil qui est quand même pas mal fait puisqu'on retrouve plein de figures connues. Et puis surtout, il y a un humour second degré qui est vraiment excellent et qui donne toute sa saveur au roman.
Ensuite, j'ai lu Le Golem de pierre de Claire Crust aux éditions Nemos, que j'avais reçu aussi en service presse. Alors là, on va être dans de l'heroic fantasy, mais alors pas de l'heroic fantasy épique, comme pourrait le laisser penser la couverture. Non, on va suivre des jumeaux. Alors, j'ai déjà oublié, Yaé et Almé, filles et garçons. Ils sont élevés par leurs grands-parents car leurs parents sont décédés. Et en fait, Yaé se destine à devenir apprenti chez un maître potier. Et Almé, malheureusement, il entend des voix, c'est les voix des Zanda, ou des Zenda, je ne sais pas trop comment on dit, sont les esprits, notamment de la nature, qui vivent pas loin de leur village. Il y a d'ailleurs une église où vit un prêtre qui est là justement pour écouter les Zenda et les empêcher de trop venir auprès des humains. Donc normalement, il est destiné à devenir lui-même un prêtre de cette confrérie, pour surveiller les Zenda, suivre une formation. Il n'est pas trop pour, malheureusement, il va pas avoir trop le choix. Et voilà, leur vie va être séparée, ce qui fait que Yaé, elle devait partir comme apprentie potière. Elle ne peut pas, pour pouvoir s'occuper de ses grands-parents qui vieillissent, hein, pour les aider à la ferme. Et puis on les retrouve des années après, donc son frère est toujours en train de suivre sa formation. Alors les golems, ça commence comme ça en fait l'histoire, c'est leur grand-mère qui raconte des histoires de l'ancien temps à tous les enfants du village, et elle explique qu'autrefois il existait des golems. En fait ce sont des magiciens enfin d'abord des rois qui ont engagé des magiciens pour créer ces créatures. Et vraiment, le premier golem qui est apparu, évidemment, l'empereur, le roi qui le possédait, gagnait sur tous ses adversaires, sauf qu'évidemment, il y a d'autres magiciens, magiciennes qui ont eux-mêmes créé leur golem. Donc ça a donné des batailles, des guerres sans fin, et surtout des guerres très destructrives, puisque les golems sont immenses, ils sont indestructibles. Et ça a été une période très dure, très rude. Almé Yaé n'y croit pas trop, c'est de l'ancien temps. Il n'y croit plus trop à ces légendes avec le golem, donc vous doutez bien qu'on va avoir un golem, puisque c'est le titre du livre. Et puis, j'ai bien aimé déjà cette narration qui commence par, encore une fois, avec une histoire qui est contée au coin du feu. Et puis après, on va surtout avoir une quête initiatique. Alors, vous attendez pas, effectivement, à ce qu'il y ait énormément d'action. On va plus être dans de la réflexion, dans le parcours de ces jumeaux. Et surtout, l'autrice est partie du postulat, parce que normalement alors les golems, ils appartiennent au folklore juif. Ce sont, je crois que c'est le golem c'est Gustave Méric, si je dis pas de bêtises, qui a écrit ce roman. C'est un homme qui crée, je me demande si c'est pas un Rimbaud d'ailleurs, je ne sais plus trop, qui crée un golem pour aider les juifs. Voilà, c'est une créature qui est faite d'argile. À la base, là, ici, ils sont plutôt faits de pierre, mais c'est une créature à la base qui est faite d'argile, et seule la personne qui l'a créé, qui connaît son nom, peut l'arrêter. Et voilà, il est créé pour aider les juifs, donc on est plutôt dans le folklore juif. Là, on est dans un monde imaginaire qui oscille, je dirais, entre un peu le monde celte, le monde moyenâgeux. On n'a pas vraiment de... Voilà, on a plusieurs influences. Puis le golem, bon, pour le coup, c'est une influence issue de la tradition juive. Et voilà, donc normalement, ils n'ont pas de pensée propre, ils n'ont pas de conscience. Et l'autrice est partie du postulat qui est de dire, et si un golem avait une conscience, s'il avait une âme, comment réagirait-il? Et de là, effectivement, il y a plein de choses qui vont découler. Voilà, nos deux jumeaux vont se retrouver pris dans des complots auxquels ils ne s'attendaient pas. Ils vont être obligés de se séparer, de suivre chacun leur chemin. Almé notamment, le frère, on va le suivre, il va aller à la cour d'un autre roi. Et puis il y a toujours le danger de ce nouveau golem qui est apparu. Il va aussi découvrir un autre système de magie. Voilà, on est vraiment, voilà, dans quelque chose d'initiatique. On suit ce frère et cette sœur qui voudraient se retrouver. On suit ce golem. Alors, je ne vais pas vous en dire trop, mais voilà, on suit ce golem. C'est vraiment ouais, une quête initiatique avec quelque chose de très intimiste, notamment parce qu'on entend énormément les pensées des deux jumeaux. Et puis, la fin est quand même assez... voilà, il y a un côté assez tragique aussi à la fin. Mais quelque part, ça ne pouvait pas finir autrement. Et c'est une belle histoire. Je vous dis, ne lisez pas ça en vous attendant à beaucoup
lecture épique. Moi, je sais, juste avant, j'avais lu Anthony Ryan. Voilà, Anthony Ryan, voilà, c'est heroic fantasy avec des combats complètement immersifs. Là, on est vraiment dans les pensées des deux personnages principaux et on va voir comment ils évoluent. Mais en tout cas, voilà, c'était, je trouve, une très belle réécriture du mythe du golem. Pour rester chez Nemos, j'ai lu Code ardent de Marge Nantel. Celui-ci, par contre, c'était une lecture commune. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu déstabilisant au début, cette lecture. On est dans un monde post-apocalyptique. Tout est assez désertique. Ça se passe essentiellement en France. Il y aura une partie qui se passe aussi en Afrique du Nord, mais essentiellement en France. Et il n'y a quasiment plus d'électricité, les satellites ne fonctionnent plus, donc il n'y a plus Internet. L'autrice insiste beaucoup sur ce fait au début en disant que du jour au lendemain, tout était blanc, il n'y avait plus Internet, il n'y avait plus rien. Et c'est vrai que pour les hommes, c'est vrai que du jour au lendemain, quand vous n'avez plus de moyens de communication, c'est vrai qu'on fait tout par les satellites, ne serait-ce que les GPS, même la télé, les communications, tout passe par Internet. Donc du jour au lendemain, quand il n'y a plus Internet, ça a vraiment marqué la fin de l'Ancien Monde. Voilà, il y a une succession d'événements, mais c'est celui-ci qui a vraiment marqué la fin de l'Ancien Monde. Et les hommes se sont regroupés dans ce qu'ils appellent des forteresses. Souvent, ce sont d'anciennes villes qui existaient déjà, qu'ils ont bâties pour qu'elles soient protégées. Et ces forteresses sont vues comme des havres de paix, comme des endroits où, à peu près sûrs, de toute façon, les gens qui entrent, qui ont le droit d'entrer dans cette cité, doivent laisser les armes à la porte. C'est vu comme des endroits où il y a encore un petit peu de technologie, encore un peu d'électricité, il y a encore quelques moyens médicaux, voilà, il y a des choses assez plaisantes, assez agréables. Voilà, donc c'est vu comme des havres de paix et du coup c'est respecté, il ne faut pas s'en prendre à ces cités. Voilà, c'est ce qui nous est expliqué tout au long du livre. Et on va suivre notamment une bande de baroudeurs voilà, qui voyagent un peu à travers tout le monde. C'est un peu déstabilisant parce que la première fois qu'on les voit, ils ont tous des noms comme la gomme, Sioux, je sais même plus à force les noms. Enfin voilà, c'est vraiment des surnoms. Et voilà, ils sont dirigés par une femme qui a un passé assez lourd quand même. Enfin, ils ont tous un passé assez compliqué. On va surtout suivre Sioux, qui est le dernier à avoir rejoint la bande. C'est un jeune homme qui est, bon, il fait plus ou moins office d'infirmier, avec les moyens du bord, hein, évidemment, on est dans du post-apo. Et voilà, il a été recueilli aux États-Unis, enfin, dans les anciens États-Unis, pardon. Voilà, il a été retrouvé enfant là-bas, alors qu'il n'avait plus de parents ni rien. Il ne se souvient même plus de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à sa famille. C'est le petit dernier arrivé, donc faut encore un petit peu. Bon, il a sa place, mais il faut encore quand même qu'il se fasse sa place. Je vous disais donc, avant que mon téléphone ne bug, je sais pas ce qu'il a mon téléphone, mais il déconne en ce moment, je crois qu'il va falloir que j'aille chez Orange parce qu'il y a un gros problème. Mais bon, je vous disais donc, avant que ça coupe, que Sioux est le petit dernier arrivé dans la bande et qui doit encore se faire sa place. Voilà, il y a pas mal de choses qu'il ignore sur ses compagnons de route, leurs histoires notamment qui sont assez compliquées, hein, vous vous en doutez, on est du post-apo, donc le monde humain n'est pas très gai dans ces moments-là. Et puis il y a voilà, cette chose qui est avérée, attestée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher aux forteresses. Comme ce sont les derniers havres de paix et de civilisation, on ne doit pas les détruire. Or, il y a des années de ça, la forteresse de Barcelone a été détruite. Donc voilà, tout le monde respecte maintenant les forteresses, c'est une sorte de code d'honneur, c'est officieux, mais voilà, on ne doit pas s'en prendre aux forteresses qui sont voilà, encore des endroits de civilisation. Et justement, il s'arrête à la forteresse d'Albi, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, d'Albi. Et entre-temps, on va aussi suivre un jeune homme qui s'appelle Enda, je crois, c'est Enda, qui est ce qu'on appelle un ardent. Alors sur le coup, je ne comprenais pas trop parce qu'on le voit, il est envoyé pour une nuit de plaisir auprès d'un homme. Alors je me dis, mais c'est un robot, c'est quoi? Non, c'est un ardent, c'est un être humain. Les ardents, en fait, sont dressés depuis leur plus jeune âge à ne devenir que... Ils sont lobotomisés en quelque sorte et ils sont là que pour obéir à leur maître. Donc ils servent d'objet de plaisir, d'espionnage évidemment, puisqu'ils retiennent tout, ils sont formés pour ça. Ils sont formés surtout à ne pas se révolter et à ne jamais dire non, à tout accepter. Voilà, ils obéissent à leur maître, point, ils ne peuvent pas aller contre ça. Or, notre troupe va arriver à Albi et au même moment, on sait qu'un secret est confié à Enda. C'est bien Enda son nom parce que ça
Est-ce que ce serait noté quelque part? J'ai peur de dire une grosse bêtise. Ouais, Enda, c'est bien ça, je ne m'étais pas trompée. Et donc, son maître va lui confier, le maître d'Albi va lui confier un secret avant que la forteresse ne tombe. Donc, notre troupe arrive à s'en sortir et puis voilà, partie dans un voyage pour chercher un mystérieux personnage que Enda aussi doit chercher. Alors, ils ont un petit peu de mal à comprendre parce que, notamment Sioux, parce qu'il sait que les ardents existent. Il aurait même aimé passer la nuit avec une ardente, sauf qu'il ne savait pas que c'était des êtres humains qui étaient comme ça, manipulés, lobotomisés, drogués quand ils sont dès tout petits. Quand il apprend ça, il est vraiment horrifié. Il y a des gens que ça... La plupart des gens, ça ne les gêne pas. Il y a des gens qui sont quand même assez horrifiés de connaître ce système. Et voilà, notre troupe de baroudeurs, on va être dans des vibes à la Mad Max, en fait, parce que voilà, ils traversent un désert. Il y a des scènes de combat, parce qu'ils vont être poursuivis, puisque les autres cherchent, ceux qui ont attaqué la forteresse, cherchent Enda. Il y a les chiens de guerre qui sont des troupes de mercenaires, pareil, sans foi ni loi, qui ne pensent qu'à tuer, presque formatés aussi que pour tuer. Et il les poursuit, donc il y a plusieurs scènes de bataille. Et pendant ces scènes-là, attention, c'est un peu tripé boyau quand même, hein, c'est un peu sanguinolent. Et le langage des personnages de ce groupe qu'on va suivre, il est quand même assez imagé, très familier. Alors ce coup, ça m'avait un petit peu perturbé. Il y a quelque chose qui m'avait perturbé, c'est que par exemple, dans les phrases négatives il n'y avait jamais le ne. C'est pas ne mange pas, c'est mange pas. Mais j'ai mis il est où le nœud dans le... Et en fait, c'est fait exprès. L'autrice a vraiment voulu nous recréer des personnages qui n'ont pas voilà, connu l'école, l'instruction, qui ont grandi comme ils ont pu. Évidemment, ils vont pas avoir un langage super châtié. Et du coup, ça donne voilà, cette disparité entre les moments où on les voit traverser le désert et partir à la recherche de ce mystérieux personnage, à vouloir aider Enda, et les moments où ils se posent, où on voit les relations entre chaque personnage évoluer, voir ce qui les lie, leur passé, et puis on va découvrir aussi beaucoup plus en profondeur Enda, et on se demande s'il va s'en sortir, parce qu'il a tellement été formé, voilà, enfin c'est presque une machine. Il a été formé à obéir, ce qui fait qu'il est complètement perdu. Il ne sait pas ce qu'il doit faire parce qu'il n'a plus de maître. Alors, il a choisi comme nouveau maître Sioux, mais si Sioux lui demande quelque chose qui est en désaccord avec ce que lui a dit le maître de la forteresse d'Albi, ça ne va pas. C'est parce comme une machine qui buggerait, quoi. Et en même temps, Sioux est écœuré de voir ce qu'on a pu faire à ce jeune homme, quoi. Alors, c'est pas le seul, hein, malheureusement. Et oui, c'est révoltant. Et en même temps, voilà, il y a des scènes voilà, très dures, très, très sanglantes. On est vraiment dedans, c'est très immersif. Et il y a ces moments, effectivement, beaucoup plus doux. On va voir les relations des personnages évoluer, où on va voir Enda changer petit à petit. On espère qu'il va changer, parce que sinon, ce qu'il attend, c'est malheureusement la mort. Parce que, voilà, quand vous avez été programmé pour faire quelque chose et que d'un seul coup, tout change autour de vous, bah, qu'est-ce que vous faites? Enfin, voilà, c'est comme une machine qui serait... Qui ne serait plus capable, et ben on s'en débarrasse, on ne la garde pas, et c'est terrible. Et il y a toute cette humanité de la part de ce groupe autour de Enda qui est vraiment très très belle. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces relations. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, quoi. Ces belles relations qui naissent entre les personnages, et surtout qui vont se renforcer autour d'Enda, et toutes les précautions qu'ils vont prendre pour s'occuper de lui quand ils vont découvrir petit à petit qui il est, et essayer de percer les secrets qu'il cache. Voilà, c'est un roman, alors je vous dis, il ne faut pas vous laisser trop déstabiliser par le début qui peut sembler comme ça un peu dur, oui, un peu à la Mad Max, avec un langage familier. C'est vraiment une belle histoire à découvrir. Et tout compte fait, on se dit qu'à la fin, c'est pas vraiment le but initial qui compte. C'est pas la fin en elle-même, c'est vraiment tout le voyage qui est accompli par ces personnages. En tout cas, c'est une lecture que je vous recommande très chaudement. Ensuite, j'ai lu Decimus Fête. Alors, c'est le tome 1, Le Talisman des rêves de Peter Aflanery aux éditions Eldercraft, que j'ai reçu aussi en service presse. Voilà, une fois de plus, nous sommes dans un monde imaginaire et nous allons suivre deux personnages. Alors, un personnage qu'on appelle le tueur, parce qu'il était autrefois tueur de démons pour notamment l'empereur, et il a décidé d'arrêter. On va comprendre aussi pourquoi, ce qui l'a poussé à arrêter, à faire tout ça. Et bon, il est plus ou moins recherché par l'empereur et ses hommes parce qu'ils n'ont pas trop apprécié qu'il
refuse de tuer des démons. Et dans le même temps, on va suivre Decimus Fate, qui est un sorcier, enfin qui a été un sorcier très puissant, mais qui vendait ses services aux plus offrants, donc il n'a pas vraiment fait toujours les bons choix et aidé les personnes qui en avaient le plus besoin. Donc il a décidé d'aider vraiment les gens qui sont dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'aide, mais il ne veut plus se servir de sa magie. Or, il y a un couvent à plusieurs jours de là où ils vivent, où une épidémie est apparue. Alors, c'est une épidémie un peu étrange parce que les gens tombent malades, ils s'épuisent et puis ça va mieux et puis ça recommence, ils retombent malades. Et la mère supérieure du couvent vient avec un de ses protecteurs pour chercher le tueur, pour qu'il les aide, puisque c'est eux qui ont recueilli le tueur quand il a décidé d'arrêter de tuer les démons. Alors c'est un couvent, mais c'est un couvent vraiment dans ce qu'il y a de plus sympa dans un couvent, c'est-à-dire que c'est vraiment là, ils sont là pour aider les gens qui en ont besoin, ils recueillent les gens qui en ont besoin, il n'y a pas trop d'histoire de Dieu, c'est voilà, on recueille les gens, on les aide, donc le personnage de la mère supérieure est vraiment un personnage très sympathique, très humain, le couvent est fortement respecté pour ce qu'ils font pour aider les gens. Voilà, donc le fameux tueur va décider de les aider, mais ils vont aussi avoir besoin de l'aide de Decimus Fate. Ça va être un petit peu compliqué parce que lui ne veut plus trop se mêler de ces affaires-là, il ne veut plus utiliser sa magie, et en plus il est en règlement de compte avec un des gangs de la ville. Ouais, c'est un petit peu compliqué, donc ils vont se retrouver pris dans pas mal d'aventures avant d'arriver au couvent et de découvrir vraiment ce qui se trame au sein de ce couvent. Alors le livre est assez court, hein, il est vraiment, voilà, il n'est pas trop long, ce qui fait que on n'a pas énormément de développement au niveau du world building. Et j'aurais aimé en savoir davantage aussi sur les deux personnages principaux que sont le tueur et Decimus Fate. Il y a un tome 2 qui est sorti en anglais, donc j'espère qu'il va être traduit pour qu'on ait une suite. Alors par contre, ce que j'ai pas tout compris, c'est que sur la couverture, c'est marqué que l'auteur réalise avec brio une fusion de Sherlock Holmes et du Witcher. Là, j'ai pas trouvé. Alors Sherlock Holmes, je vois pas. The Witcher, j'ai pas lu, j'ai pas vu le film ni rien, mais bon, je connais quand même. Et si ce n'est que, voilà, le tueur est un tueur de démons, ouais, ok, mais ouais, il ressemble pas vraiment à Witcher, puisque déjà, il a la peau noire, et puis, après, moi, je connais pas non plus à fond Witcher. Il y a des choses, je suis pas sûre que c'est ce qu'on retrouve dans The Witcher. Donc, voilà. Bon, si vous lisez la quatrième de couverture, ne vous fiez peut-être pas à ça, parce que voilà, il y a pas, pour moi, on retrouve pas du tout des vibes à la Sherlock Holmes là-dedans, et ça m'a pas trop fait penser non plus à The Witcher. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir ces deux personnages, et on a envie d'en savoir davantage, bien sûr, sur ce monde, et aussi sur ces deux personnages, et ce qui va leur arriver dans le prochain tome. Je ne sais pas combien il y en aura, mais en tout cas, moi, j'ai envie d'en savoir davantage. Et nous allons en venir aux choses qui fâchent un petit peu plus, aux deux fails que j'ai eus. Alors le premier, je ne l'ai plus, c'est un emprunt de Mediatek, donc je l'ai rendu. Alors c'est vrai que le problème avec ce livre, c'est quand il est sorti, c'était l'année dernière je pense, 2 ans, je sais plus, je me suis dit, ouais, ça m'étonnait un petit peu que ce soit mis là, j'ai mon avis, on est dans de la romantasy young adulte. Et puis, je sais même plus si j'étais tentée de le lire ou pas, je me souviens plus. Et puis en 2024, j'ai vu qu'il était dans beaucoup de coups de cœur de youtubeuses et du coup, enfin de booktubeuses. Donc je me suis dit, je vais essayer. Ce livre, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen, chez Bragelonne. Voilà, j'étais un petit peu étonnée déjà que Bragelonne, qu'ils mettent ça plutôt sous le label Bragelonne que Big Bang ou Milady. Voilà, pour moi c'est romantasy young adulte, et puis comme il y a vraiment eu beaucoup de coups de cœur, je me suis dit bah ça n'a pas l'air mal, et je m'attendais à plus de complot en fait, plus d'histoires de complot. Or on est vraiment dans de la romantasy, c'est-à-dire que on suit une jeune femme qui avec ses sœurs a été dressée, on peut dire ça comme ça, par leur père qui est ignoble, à devenir de futures reines, et notamment à épouser, alors ça doit être le prince d'Itikana, mais je ne suis plus sûre, enfin le royaume qui possède le pont des tempêtes, enfin le pont par lequel on est obligé de passer pour faire du commerce. Voilà, donc elle a été un peu dressée pour ça, pour servir d'espionne, pour voilà, épouser ce prince, servir d'espionne, enfin devenir reine. Déjà le début démarre assez fort quand même, hein. Sur le coup je me suis dit waouh, promet elle. Bon après il y a d'autres choses qui se développent, donc c'était pas trop gênant.
Mais voilà, on se dit: «Waouh, elle est dure» et puis ouais, et puis tout de suite, oui, on sent qu'il y a quelque chose entre les 2 personnages, voilà, dès qu'ils se frôlent un petit peu, il y a des étincelles, ils peuvent pas s'empêcher de se regarder, c'est voilà, c'est bon, j'avoue, du coup, moi, je m'attendais à quelque chose avec plus de complot, alors qu'en fait, pas du tout. Alors par contre, je veux dire, celui-là, il mange pas de pain, quoi. Enfin, il y a toujours des gens qui vont trouver des choses à dire pour faire des polémiques, mais là, pour moi, il n'y a pas de polémique sur ce roman-là. Il n'y a qu'une scène de smut, c'est à la toute fin, donc ça peut même être lu par des ados, quoi. C'est voilà, il y a pas de souci, mais voilà, moi, je m'attendais à plus de complots, moins de voilà, on se frôle, on se regarde, bon, quand est-ce qu'on va s'embrasser, voilà, c'est bon. C'était trop à l'eau de rose pour moi, mais je pense que j'y suis allée en pensant que voilà, j'aurais vraiment des complots de cours ou voilà, des choses plus, voilà, peut-être une héroïne beaucoup plus intrigante, enfin dans le sens où elle met en place des complots, des intrigues, voilà, je m'attendais plus à ça. Or non, on reste vraiment dans du young adulte. Bon, après là, c'est moi qui me suis un petit peu trompée sur ce que pouvait proposer le livre, mais bon, c'est pas grave. Le second, par contre, m'a posé énormément de problèmes par plusieurs aspects. Je rigole, mais je vous jure que franchement, je n'abandonne jamais un livre, même si vraiment le truc qui peut me... Enfin là, je le fais même pas, mais par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais étudiante, je lisais en diagonale, quoi. Je suis désolée, mon téléphone a encore bugué. Il va vraiment falloir que j'aille chez Orange. Je disais donc, oui, alors ce livre dont je vais vous parler, en fait, je l'avais déjà demandé à la médiathèque l'année dernière, je crois. J'ai pas eu le temps de le lire, donc je l'ai rendu. Heureusement, oui, c'est des livres que je n'ai empruntés qu'à la médiathèque, que j'ai pas acheté. Et là, j'avais la possibilité d'avoir ce qui est plus ou moins sa suite. Alors, ça peut se lire indépendamment, et heureusement, parce que le deuxième est beaucoup mieux. Ce livre, vous en avez peut-être entendu parler, c'est L'Homme D de Luc Reinhardt aux éditions Aux Forges de Vulcain. Alors ça m'embête d'autant plus de ne pas avoir aimé que parce que c'est édité par une maison d'édition indépendante que j'aime beaucoup. Mais voilà, là je pouvais pas aller, voilà, je ne peux pas aller contre ce que je ressens. Donc du coup, comme j'avais la possibilité d'avoir la suite qui s'appelle, mais qui peut se lire indépendamment, encore une fois, je vous en reparlerai plus tard parce que pour le coup, il vaut le coup d'être vraiment lu. La suite, c'est Le Fils de l'Homme D. J'ai pu l'avoir par la masse critique Babelio. Je me dis, je vais me dépêcher de lire L'Homme D. Voilà. Et franchement, c'est parce que derrière, je savais que j'avais Le Fils de l'Homme D à lire, sinon je l'aurais abandonné. Enfin, je comprenais, enfin, c'est Booktubers qui disait sans arrêt la vie est trop courte, on va pas s'embêter avec à lire un livre qu'on n'aime pas. Mais là, voilà, c'est vraiment parce qu'il y avait le second qui m'attendait derrière, sinon je l'aurais pas fini. Alors Luc Reinhardt, c'est un pseudonyme, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, c'était Georges, je ne sais plus trop quoi. Voilà. Alors ce livre, il s'inscrit vraiment dans son époque, c'est-à-dire qu'il se passe à la fin des années 60, début des années 70, donc à une époque de grande liberté, mais où tout était donc permis, et je veux dire, actuellement, on revient sur beaucoup de choses qui se sont passées durant ces années-là, en disant que c'était scandaleux, notamment, alors je ne retiens jamais le nom de cette autrice qui a écrit Le Consentement, c'est Vanessa, son prénom, mais je ne sais plus son nom de famille, qui était une gamine de 14 ans qu'on a laissée avec Georges Matzeff, qui était voilà, reconnu comme un grand écrivain, qui en avait 49, elle en avait 14. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être replongée dans cette époque-là avec ce roman-là. Vous avez des actrices comme Judy Godrèche, Sandrine Bonner qui sont sorties aussi. Enfin, étaient les compagnes, voilà, elles n'étaient pas majeures, elles étaient les compagnes de réalisateurs qui avaient 40 et 50 ans, peut-être même plus. Voilà, elles en ont parlé aussi un peu quand toutes ces affaires sont ressorties. Et oui, on laissait tout faire parce que voilà, c'était l'intelligentsia, c'était la culture. Donc voilà, il fallait la liberté. Il y a aussi, alors c'est pareil, je ne retrouve pas son nom non plus. Elle a écrit un roman. Enfin, maintenant c'est une femme, mais sa mère la mettait toujours en scène dans des tenues de Lolita très aguichantes, à peu près à partir de l'âge de 8-10 ans, et oh, c'était superbe, ces photos, c'était incroyable, c'était magnifique. Bah voilà, là c'est ça, on retrouve vraiment cet esprit sous prétexte d'être voilà, d'être subversif, bah, on accepte tout. Mais moi, j'ai un moment, la subversité, non, ça se dit, c'est la subversité. Enfin bon, le côté subversif, à un moment, c'est non, quoi. Moi, il y a des choses, je ne peux pas passer dessus. Alors là, on a un homme. Alors, le concept de départ est pas stupide, et c'est vrai que c'est ce qu'il dit dans son roman, c'est qu'en fait, c'est la société qui nous aliène et nous rend fous. Et c'est vrai.
Et du coup, il décide de jouer sa vie au dé, c'est-à-dire qu'il met plusieurs propositions sur un papier, selon le tirage qui va sortir quand il va lancer son ou ses dés, voilà, il va faire ce qui est écrit sur le papier, même si ça allait un peu contre ce voilà, ce qu'il veut, mais il décide de confier sa vie au hasard et au dé. Et alors, ça c'est pareil, je veux dire, c'est un peu typique aussi de cette littérature, c'est-à-dire que c'est un homme qui a une quarantaine, une petite cinquantaine d'années, il est marié, il a 2 enfants, il est psychiatre, donc il a tout ce qu'il veut dans la vie, hein, la belle maison avec la barrière blanche et le chien, donc je ne sais pas s'il a un chien, je crois qu'il en a pas, non, vaut mieux pas qu'il en ait de toute façon de chien, mais voilà, il a tout, voilà, et en gros, on a l'impression qu'il s'emmerde dans sa vie de bourgeois, voilà, c'est pareil, c'est des problèmes que se posent que les gens qui n'ont rien d'autre à penser, quoi, voilà, les gens qui ont je crois qu'on a tous plus ou moins des problèmes, plus ou moins gros, ça dure plus ou moins longtemps, mais on a toujours des petits combats ou des gros combats à mener et autre chose à penser. Mais bon, là, voilà, c'est des gens qui s'emmerdent hein, dans leur vie de bourgeois, donc il faut bien qu'ils trouvent quelque chose pour mettre du piment dans leur vie. Oui, j'ai pas été tendre avec ce livre parce que j'ai vraiment pas aimé. Et ça commence bien, dès déjà les premières pages, je sais plus à quelle page exactement, mais la première fois qu'il décide d'utiliser ces dés, c'est lors d'une soirée avec des amis. Alors, c'est un couple d'amis. Alors, il est un petit peu... l'ami est aussi psychiatre. Il est un petit peu en concurrence avec cet ami qui écrit beaucoup d'articles, tout ça, qui est peut-être plus... pas compétent, mais... qui arrive peut-être plus à se mettre en avant que lui. Et bon, c'est déjà posé la question. Voilà, il y a déjà eu des clins d'œil avec la femme de cet ami. Bon, ça arrive, hein, jusqu'ici, voilà. Et puis, voilà, ils ont joué au poker, tout ça, et puis tout le monde est allé se coucher, puis lui, bah, il cherche après ses dés, il retrouve un dé, et sur le dé, il marque plusieurs propositions, parce qu'il se dit, bah, je vais aller voir sa femme, après tout, je vais tenter le coup. Bon, il y a eu des échanges de clins d'œil, hein. Pour l'instant, on est dans le consentement. Et puis, il marque plusieurs propositions. C'est je vais la voir, c'est je vais pas la voir, et il y en a un, c'est je vais la VIOLER. Voilà. Et bien sûr, c'est ce nombre-là qu'il sort. Alors déjà, moi, ça m'a complètement choqué qu'on atténue quelque chose d'aussi grave en jouant au dé avec, et que lui suive ça. Voilà, il y a une culture du VIOL dans ce livre, je trouve, et une façon de parler des femmes. Alors, oui, c'était les années 60-70, mais c'était aussi le début du féminisme. Je veux dire, on était en plein combat aussi pour les droits des femmes, et ça ne ressort absolument pas dans le livre. Les femmes sont, je veux dire, c'est ça, elles sont bonnes à être... Bon, il n'y a pas de VIOL, si vous voulez, il n'y en aura pas, mais c'est souvent quand même dit, c'est souvent évoqué. Les rares femmes qu'il y a, soit bah, elles sont méprisées, soit c'est juste pour la chair, soit c'est des nymphomanes. Donc... voilà, déjà. Et donc, pour en finir avec cette soirée, il va donc voir la femme de son ami. Puis elle est dans le pâté quand elle est à moitié en train de dormir. Quand elle lui ouvre la porte, il dit, je viens te... voilà, bip. Mais elle lui ouvre la porte quand même. Alors, je dis, bon, peut-être qu'elle n'était pas bien réveillée, j'en sais rien. Et puis, bon, en fait, ça devient un jeu un petit peu entre... Mais à la limite, ce serait amené comme un jeu, on fait semblant, c'est un fantasme. Bon, ça regarde les gens. Hein, mais là, non, il lui dit ça, et elle, ça n'a pas l'air de la... Je sais pas, ça la secoue pas plus que ça. Puis on voit qu'après, bon... elle lui lance des signaux, enfin, elle lui dit non, tu peux pas venir me voir, mais ah, ce jour-là, mon mari sera pas là. Ah, puis n'oublie pas, ce jour-là, ta femme sera pas là. Enfin, c'est tout le temps, franchement, ça m'a saoulée. Voilà, je trouve qu'il y a une culture, voilà, du VIOL qui est insupportable. Et ça, c'est que le début, parce que bah, ça va aller de plus en plus loin, hein, son jeu. Et, il va même faire des choses incroyables, hein, et des choses, mais pour moi, des choses qui sont... oui, on est dans le transgressif, le subversif, mais là, c'est quand même poussé très loin. Bon, il y a des choses... Par contre, il n'y a pas de propos racistes ou homophobes, ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut reconnaître au livre. On peut même dire... Alors, en même temps, il ne met pas non plus en avant les droits des homosexuels, il ne met pas non plus en avant les droits des Afro-Américains. Il y a une phrase, par contre, que j'ai adorée. Il a parmi ses patients un Afro-Américain qui s'imagine être une panthère seul sur une île déserte, mais pourchassé par des chasseurs blancs, et en dessous il note, il n'a pas tout à fait tort. Ça, j'ai adoré. C'est des choses comme ça que j'aurais voulu retrouver dans ce livre, quoi. Voilà, ça j'ai adoré, parce que oui, on est dans les années 60-70 et on est en plein dans les droits la lutte des Afro-Américains pour leurs droits. Et voilà, c'est des choses comme ça que j'aurais voulu retrouver, mais non, on n'en parle pas. Et le pompon, ça a été, il a un patient qui est pédophile.
Alors là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Alors qu'il a du mal, alors il nous explique il nous dit pas tout de suite qu'il est pédophile. Il nous explique qu'il a du mal dans ses relations avec les femmes, qu'il a du coup des relations tarifées. Il y a d'ailleurs une scène avec une prostituée qui est quand même assez, OK, c'est tarifié, mais enfin c'est bon, assez dur quand même. Hem et puis tout compte fait, il dit, ce qui l'intéresse lui, c'est, les petites filles. Ouais, bon, il est psychiatre, il explique, ce que vit son patient. OK? Et puis le gars, il explique que, bah, il va les chercher à Harlem, les petites filles. Donc les petites filles à Harlem dans les années 60-70, c'est des petites filles afro-américaines. C'est certainement des familles pauvres qui n'ont pas la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Donc les gamins sont un peu laissés à la rue. Donc voilà. C'est bon, en même temps, ça retranscrit une réalité. OK, jusqu'ici, je veux bien, mais plus loin, en fait, il fonde une société autour des dés, autour de ce hasard des dés. Il y a des gens qui le des dés, ça fait drôle de dire des dés. Il y a des gens qui vont, adhérer à son concept et vivent la même vie que lui. Alors c'est pour montrer à quel point effectivement la vie est folle et n'a pas de sens. Ça, je peux le comprendre aussi dans le livre, mais voilà, ça, le VIOL et la pédophilie, non, je peux pas parce que ce n'est pas dénoncé. On dit pas, voilà, à aucun moment c'est dénoncé. Non, au contraire, c'est presque normal. Hein, faut aller jusqu'au bout de la liberté. Et par contre, on voit pas de femme faire ça, par exemple. Hein. Bref. Et puis pour reparler de ce pédophile, bah, pour finir, lui, pareil, il adhère au concept de l'auteur, hein, puisque le héros s'appelle Luc Reinhardt, hein, comme, voilà. C'est pour ça que ça avait un petit peu aussi noyé, enfin ça avait fait beaucoup, pas noyer le poisson, mais ça avait plutôt fait sensation aux États-Unis à l'époque et en Europe aussi, puisque on pensait que c'était vraiment la vie de cet homme. Voilà, puis c'était très subversif, donc ça avait énormément plu à l'époque. Je vous disais donc, après cette énième coupure du téléphone, voilà, pour en revenir à notre pédophile, il y a un moment, donc, il adhère aussi à ce système de lancer de dés. Il définit sa vie comme ça, donc bah, il décide ou pas s'il va aller voir une petite fille selon le lancer de dés, donc ce qui fait qu'il y prend plus vraiment de plaisir puisque c'est plus lui qui décide, mais le hasard. Donc je trouvais que la méthode pour empêcher un pédophile de récidiver était quand même très merdique. Voilà, ça m'a choquée et puis du coup, bah, les petites filles l'attirent moins, donc du coup, bah, il est un petit peu plus attiré par les petits garçons. Enfin voilà, tout ça c'est dit, c'est jamais dénoncé. Et ça, moi, ça m'a choquée, quoi. Franchement, voilà, alors je sais qu'on reconnaît à ce livre, oui, son côté subversif, évidemment, pour l'époque, il a osé, ouais, mais on peut être subversif tout en dénonçant certaines choses. Voilà, c'est vrai qu'il va quand même jusqu'au bout de certaines des décisions que prennent les dés pour lui. Ça pourrait être fait autrement, ça pourrait, dénoncer des choses, ça pourrait mettre en exergue certaines choses. Voilà, quand il dénonce notamment les droits la lutte des Afro-Américains pour leurs droits, ça c'était super intéressant. J'aurais aimé que ce soit creusé des choses comme ça. Là, pas du tout et au contraire, voilà, il y a cette, ouais, tout est permis quoi, tout est permis et voilà. Donc voilà, c'est un livre qui alors vous pouvez le lire, hein, voilà, je n'interdis à personne de le lire, mais je préfère vous prévenir. Moi, il y a des choses qui m'ont choquée. Peut-être l'emprunter si vous n'êtes pas sûr de savoir si vous allez aimer ou pas. Bon, moi, voilà, franchement, non. Par contre, je vous parlerai de sa suite qui n'en est pas tout à fait une, et qui peut se lire à part, qui par contre va se situer dans un autre contexte, celui de la fin des années 80, début 90, dans le monde des traders, des golden boys, voilà, avec Wall Street qui faisait le monde. C'était très intéressant. Il y avait moins de... C'est pareil, hein, on parle que de SEXE, je vais y arriver. Quasiment tout le temps. Enfin, il y a un moment, c'est inintéressant. C'est même pas inintéressant, enfin, c'est gonflant. Et voilà, le deuxième est pas comme ça. D'ailleurs, je trouve même un peu dommage, il est décédé en 2020, l'auteur. J'aurais bien aimé avoir sa vision de notre monde actuel. Ça aurait été intéressant. Ouais, je pense qu'il avait vraiment un regard quand même intéressant sur le monde. Mais là, pour moi, voilà, on ne dénonce pas assez tous ces crimes. Hein, et au contraire, bah, si c'est noté dans les dés, c'est qu'on peut y aller, on peut le faire. Donc, ouais, j'avoue que ça m'a quand même profondément... mise en colère, hein, tout simplement. Pas forcément choquée, mais ouais, mise en colère. C'est que, voilà, que des livres comme ça passent, qu'on n'en parle pas davantage. Euh,
alors que des fois on fait des polémiques sur des conneries, là, je sais pas, il y aurait pour moi, matière à polémiquer beaucoup sur ce roman avec le voilà, avec le recul. Bon, lui n'avait pas cette vie-là, hein, quand vous allez voir sa biographie, il a pas du tout une vie comme ça. Mais voilà, il a peut-être voulu retranscrire la folie d'une époque, dans son roman, c'est peut-être ça. Je sais pas trop, en tout cas moi j'ai pas il aurait fallu que ce soit davantage dénoncé, quoi. C'est là, moi j'ai pas adhéré du tout. Voilà, c'est, mon parce que je l'ai lu fin février, début mars. C'était pas vraiment, c'était pas une réussite, totale, on va dire. Mais voilà, je vous parlerai du second qui vraiment m'a fait un effet complètement différent, par rapport au premier. Du coup, j'en ai fini, pour, ce, point lecture de fin février, début mars. Alors j'ai encore un roman de fin février dont je ne vous ai pas parlé, dont je vous parlerai ultérieurement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous avez lu L'Homme D, je veux bien avoir vos retours. C'est pas parce que j'ai pas aimé que voilà, d'autres personnes ne vont pas aimer. Puis peut-être que vous l'avez perçu différemment aussi, et ainsi que les autres romans que j'ai lus, hein, de toute façon. Bon, bien sûr, il faut que ça reste toujours voilà, fait dans la bienveillance et la gentillesse, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler. Je vous laisse ici pour ce point lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!